la montre est révisée, les prix peuvent changer. Donc on suit vraiment au jour le jour les cotes et on les réajuste. Et parfois on a nos collaborateurs dans la boutique qui disent mais on l'avait acheté, on voulait la vendre 10 000, elle est passée à 10 500 ou 11 000, faites attention, etc. Il y a un côté où on suit, mais il y a un côté qui est rigolo c'est informel en même temps, tu vois, parce que tu maîtrises pas le marché. Et puis il y a des collectionneurs, des clients qui m'appellent, tiens, en ce moment Cartier c'est en train de chauffer, qu'est-ce que t'en penses? Ou là, il va y avoir Audemars Piguet, Patek Philippe qui arrête la 5711. Il y avait des rumeurs sur le marché, le jour où ça arrivait, la montre elle a fait x2. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Nous l'avons déjà évoqué à différentes reprises ici même, l'économie de la seconde main est en plein essor. Elle répond à un vrai besoin des consommateurs qui se situe entre consommation durable et sensibilité au prix. C'est bien de ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui en associant à la notion de seconde main celle de luxe. J'ai le plaisir de recevoir Maximilien Urso, le CEO de Crésus. Crésus, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est un précurseur. Depuis presque 30 ans, l'entreprise propose à la vente des montres de luxe et de la joaillerie d'occasion. Et vous allez le découvrir, Crésus est un horloger agréé dont les produits sont authentifiés, révisés, certifiés et garantis. Les montres de le luxe, nous voici entrés dans le monde très codifié où se mêlent raffinement et émotion. Pour rappel, les maisons de luxe ne se sont jamais aussi bien portées. Sachez que LVMH est devenue la première capitalisation boursière d'Europe. Sur le volet de l'économie circulaire, il n'existe pas une semaine sans qu'une marque annonce le lancement de son service de seconde main. La combinaison des deux forme-t-elle le pactole du nom de cette rivière dont il est dit que le roi grec Crésus tirait ses richesses? Pour y répondre avec Maximilien, nous commencerons par définir ce marché qu'est celui de la seconde main dans le secteur du luxe. Qui sont ces consommateurs? Comment leurs comportements d'achat ont-ils évolué dernièrement? Quelles sont les tendances observées? Nous nous intéresserons ensuite à la proposition de valeur de Crésus et à la façon dont il l'exécute. Dans l'horlogerie particulièrement, les opérations sont sensibles. D'ailleurs, notre invité nous expliquera comment fonctionne son atelier et quels investissements il a consentis pour le rendre plus efficace, plus performant. Enfin, nous ferons notre habituel focus sur la prise de parole de l'entreprise. Comment communique-t-elle avec ses clients? Quelle est sa stratégie d'acquisition? Quid des data clients, du CRM et de la fidélisation? Mais avant de commencer, Maximilien, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Maximilien Urso, j'ai 44 ans et mon parcours, j'ai commencé mon parcours professionnel en stage chez Efficio, qui est Efficio Group, qui est une agence de communication pour les maisons de luxe. Donc c'était en 99 et j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié de collaborer avec des maisons de luxe. Donc ça a toujours été une passion, les beaux objets, les belles expériences. Et j'ai développé cette société pendant quelques années et ensuite je suis parti. Et j'ai eu, donc j'étais stagiaire, commercial,
Ouais, là tu vas très vite, tu fais des raccourcis, parce que combien de temps ça a duré finalement? En fait, c'est ton stage qui t'a donné goût à ce secteur-là, ou est-ce que tu l'avais déjà avant? Je l'avais déjà avant, mais après, entre l'avoir et travailler avec des maisons, avec différents acteurs, bah, ça donne goût, ça a confirmé mon goût autant personnel que professionnel. Et Fissio, tu le définis comment? Agence de C'est communication? agence de communication, tout à fait. Après, le business model a évolué entre le moment où j'étais salarié et pour la petite histoire, j'ai racheté la société en 2007, donc à mes 30 ans. Le stagiaire Euh, qui rachète la voilà, boîte dans laquelle il a fait son stage, c'est quand même pas commun. c'est une belle histoire, en effet. Donc j'avais mes clients qui m'avaient appelé puisque j'étais parti de la société et le fondateur voulait la céder et des clients m'ont appelé en me disant on travaillait bien ensemble, est-ce que regarde si tu peux reprendre la société. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire et donc Tu faisais quoi concrètement? Tu étais dans la partie sales, voilà, business? moi j'ai toujours été un développeur et un business développeur, donc j'étais responsable des ventes. Tu l'as pas évoqué, mais j'imagine que tu as fait des études plutôt orientées commerce. Exactement, mon stage de fin d'études, c'était avec une école de commerce. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études d'école de commerce chez Efficio Group. Et j'étais resté à peu près 5-6 ans. Je suis parti 2 ans et j'ai repris T'es parti où? en 2007. Donc j'étais toujours du business développement, mais dans le monde informatique, je vendais des solutions de cash management, donc de logiciels de paiement dans des grands groupes comme Sage. Et je m'occupais de la France et du UK notamment. Donc tu avais déjà, enfin avec cette expérience-là aussi, le volet international. En revanche, tu t'es éloigné du luxe, du secteur du luxe. Exactement. Finalement, quand on te rappelle pour te dire, tes anciens clients te rappellent, et y a quoi de mieux que d'entendre ces anciens clients Bien sûr. te dire, bah, vas-y, reviens. C'est une opportunité, tu vois ça comme une énorme opportunité? Ben, moi, je vois ça comme une opportunité de refaire l'histoire ou de faire le futur un peu à mon goût, puisque quand tu es salarié, tu suis un peu le mouvement, tu essayes de faire ce que tu peux, mais parfois tu ne peux pas tout décider. Et j'avais parfois des frustrations ou des envies que j'avais pas réussi à mettre en place. Et je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir le faire à ma façon à 100%. Et Fissio, quand on te rappelle pour Mhm. le projet de reprise, c'est une société qui se porte comment, qui a quelle taille, c'est quoi? Alors, elle se portait pas très bien, sinon le fondateur voulait la céder parce que il n'avait pas réussi justement à la développer par rapport à ses souhaits. Et il y avait 3-4 personnes et ça faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. D'accord, bon, ce qui est pas mal. Voilà. Ce qui est pas mal, oui, tout à fait. Mais il y avait eu une ambition, et c'est pour ça que j'étais parti, une ambition très intéressante et pas concrétisée. Et donc après, j'étais parti pour cette raison-là. Les clients de l'époque, c'est toutes les grandes marques de luxe auxquelles qu'on peut Alors, imaginer, alors, c'est quoi? quand on parle du luxe, il y a des grandes marques, mais il y a plein de petites marques, hein. Donc, il y a le LVMH que tu citais, mais il y a aussi plein de petites marques. Donc, on travaillait avec des grandes marques, des petites marques, et puis le luxe est très large, hein. À l'époque, il y avait aussi de l'hôtellerie, de l'événementiel. Il y avait pas, c'était pas uniquement l'horlogerie ou la joaillerie. Après, le parcours et ma reprise a fait que je me suis spécialisé. J'ai orienté un petit peu en fonction des succès, en fonction des partenariats, en fonction des opportunités. J'ai fait évoluer le business model. Donc moi, j'ai repris en 2007. 2007, il y a eu la crise en 2008. Et donc, bah, il y avait des challenges de communication dans le monde entier pour les maisons de luxe. Ouais, bien sûr, j'ai deux questions avant que tu développes ça Mhm. parce que c'est intéressant. La première, c'est quand on a 30 ans, comment on fait pour racheter? C'est-à-dire, financièrement, il faut trouver l'argent pour pouvoir Mhm. racheter, sachant qu'on n'a pas encore été entrepreneur à ce moment-là. Et puis, quelle est la vision, quels sont les objectifs que tu veux réassigner à Efficio à ce moment-là? Alors, on va dire que ma vision a toujours été un peu la même, c'est de faire de la qualité. Pour moi, ma vision d'entrepreneur, c'est on peut être un génie, on peut avoir des idées magnifiques, etc. Mais il faut avoir un socle solide. Et le socle solide, c'est avoir des prestations, puisque c'est un prestataire de service, des prestations de services de qualité qui soient irréprochables. Et c'est un moyen de fidéliser tes clients et d'en acquérir et d'avoir du bouche à oreille. Donc tu peux faire de la prospection et appeler la terre entière en disant les meilleurs. Mais si ce que tu fais tous les jours est un peu aléatoire ou trop commercial, trop pushy, tu ne peux pas capitaliser dessus. Donc ma première idée était de dire je vais
puisque je connaissais très bien le business model en étant resté 6 ans, je vais enlever tous les aléas ou toutes les choses qui me paraissaient pas très qualitatives et je vais faire que de la qualité. Voilà, du conseil qualité. Et quand tu es prestataire de service, il y en a beaucoup qui te disent oui à tout. Moi, je dis non quand je ne sais pas faire. Ou sinon, je dis je vais regarder, je vais essayer d'explorer pour vous. Et c'est un peu ce qui a été le cas après, puisque d'une boîte franco-française, j'ai réussi à la développer dans une vingtaine de pays. Et à chaque fois, il y avait une relation de confiance avec les partenaires, les marques de luxe, en disant est-ce que tu ne veux pas nous accompagner en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, etc. Sur leur prise de parole. Sur leur prise de parole, c'est essentiellement ce qu'on appelle du media buying, donc de l'achat d'espaces publicitaires. Et on l'a justement au début, c'était vraiment très basique. À l'époque, il n'y avait pas trop de digital. Donc c'était du print, c'était soit des panneaux d'affichage ou soit des magazines ou des journaux. Et puis c'est passionnant, c'est que j'ai vécu la transition du papier, entre guillemets, au digital, aux célébrités, aux influenceurs. Donc les célébrités, il y en a toujours eu, mais les influenceurs, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, etc. Donc on était au milieu et on voyait les grands groupes qui soit étaient très pointus, soit connaissaient pas, soit avaient des grandes agences mais qui connaissaient pas. Donc en étant justement toujours axé sur l'expertise, la qualité, le service client, donc ça c'est Efficio et chez Crésus c'était toujours mon leitmotiv, c'est tu mets le client au centre et après tu essayes de voir comment tu peux avoir une valeur ajoutée et lui rendre service tout le temps. Mais je suis convaincu par ce que tu dis, c'est ce que je répète à longueur de podcast que j'enregistre, c'est qu'on peut avoir une idée disruptive, complètement révolutionnaire, elle ne fonctionnera pas si l'exécution n'est pas correctement opérée. Exactement. Donc, je comprends, tu as une vision qui est de faire de la qualité. Finalement, tu révolutionnes pas la proposition de valeur, mais tu l'exécutes. Ça peut être une révolution parce que très souvent, quand tu parles avec différents partenaires, c'est la boîte a répondu en temps et en heure, ils ont fait ce qu'ils ont dit, et tu as l'impression que c'est une révolution. C'est la révolution dans la perception de ce qui est délivré, mais fondamentalement, la proposition de valeur, tu la changes pas, tu l'exécutes mieux. Voilà, mais la révolution parfois, parce que y a plein de sociétés, de services qui font des choses très bien, mais parfois c'est juste de faire ce qu'on a convenu avec ton client, ton partenaire, et ils sont super contents parce que tu es réactif, tu tiens les délais, tu tiens tes engagements, et voilà, donc, et ça fait la différence, d'autant plus quand, moi c'était la chance que j'ai eue, quand ils m'ont dit ce qu'on fait en France est très bien, tu veux pas nous accompagner dans d'autres pays. Donc tu vois la fidélisation, la confiance qu'ils te donnent, et ils sont prêts à parier sur toi. Et c'est ça qui est super grisant. Il y a une confiance qui s'est établie. Parce que moi, je conseillais ou je faisais du media buying ou de l'événementiel, en tout cas, on va dire de la com au sens large pour des maisons de luxe en France. Je ne connaissais pas les US, je ne connaissais pas le Moyen-Orient ni l'Asie, mais parce qu'on avait une approche qui était très qualitative, ils nous ont dit on a besoin de la petite agence agile qui peut nous avoir des plans de com super bien négociés, super bien exécutés, etc. Est-ce que tu peux nous accompagner? Voilà. Donc ça m'a permis de confirmer ma vision du partenariat, de la relation de qualité, et deuxièmement, de baigner. Alors, quand tu aimes le luxe, quand tu es étudiant et quand tu commences à travailler et que tu commences à le voir dans le monde entier, de regarder, de faire de la veille, de regarder les tendances, un peu les signaux faibles, de voir quel va être le futur. Et c'est là où j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui se passe au niveau du marché de la seconde main ou de l'occasion, et j'ai vu des acteurs un peu partout, tu vois que c'est pas très structuré et tu dis tiens, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. On va y venir, mais à 30 ans, là, quand tu rachètes la boîte, tu fais comment? Tu vas trouver des financiers, tu as des partenaires financiers qui t'aident, comment tu fais? La boîte n'était pas en très grande santé, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails du montage, mais il n'y avait pas un enjeu de cash énorme, elle était plutôt endettée, et donc j'ai eu l'opportunité de faire une opération pas très risquée, voilà. Et le pari était plutôt de pérenniser le business model, voire même de le faire évoluer, c'est ce que j'ai fait,
que de dire qu'il faut mettre des millions sur la table pour acheter la société. Ok, Voilà. c'était juste pour avoir un élément de réponse à la Bien question sûr. que je te posais. Merci. Tu parles donc justement de la seconde main, donc tu fais évoluer Efficio. Crésus n'est pas encore là dans la galaxie, on en parlera après. D'accord. Tu te rends compte que la seconde main dans le domaine du luxe, alors je ne sais pas si c'était le terme qui était utilisé à l'époque, seconde main, est-ce qu'on ne parlait pas plutôt d'occasion? Je sais pas. Occasion, oui. Ouais. Occasion, le terme un peu plus à la mode, alors il y a le français et l'anglais, c'est seconde main, qui émerge parce que c'est plus élégant qu'occasion, et Ouais. c'est justement, on en parlera dans l'histoire, un côté un peu réducteur ou un peu justement moins luxe, occasion, un terme générique qui définit ce que c'est, mais qui est peut-être pas le terme le plus sexy. Et, oui, il y avait une tendance et il y avait. Moi, j'aimais beaucoup discuter avec mes interlocuteurs, c'est-à-dire, ok, je vous vends de la pub, on regarde stratégie de communication, mais comment tu vois ton métier? Comment tu vois l'avenir de ton métier? Et les discussions étaient très souvent de on n'a pas envie d'y aller, on ne sait pas trop, etc. Et puis quand tu as des grands groupes porteurs, ils regardent le marché, ils attendent que les acteurs avancent. Et puis quand on voit qu'une dimension du marché commence à être mature, ils ont les reins solides pour racheter des acteurs. Mais il y avait une discussion où moi je fais un peu le parallèle dans l'univers du luxe, le digital et la seconde main. C'est-à-dire le digital, ils ne voulaient pas y aller. En disant il faut aller rue de la Paix, place Vendôme pour acheter des produits de luxe. Ou avenue Montaigne, peu importe, la 5e avenue, etc. Et le digital vulgarise le luxe. Elle ne permet pas de reproduire l'expérience. Voilà, donc c'est largement compréhensible et on en parlera avec Crésus sur notre expérience qui est omnicanal, donc brick and mortar et digital. Mais à un moment donné, le luxe a quand même pris le chemin du digital un peu tardivement. D'accord. Il est vrai. Contraint et forcé avec l'accélération du Covid. On l'a encore vu l'année dernière. Voilà, l'accélération du Covid, j'ai encore des marques qui m'ont dit je lance mon site en 3 mois, on est en 2020. Donc la seconde main, c'est un peu pareil. C'est-à-dire c'était le parent pauvre. C'est de l'occasion, c'est un truc pas cher et tout. Par contre, les discussions qui étaient très intéressantes, c'est oui, mais ça t'empêche pas d'acheter une Porsche ou une Ferrari d'occasion, voir qui surcote, etc. Donc après, il y a deux univers. Il y a un univers occasion un peu cheap, pas cher, un peu, excuse-moi du terme, un peu pourri, etc. J'ai pas d'argent et tout. Il y a l'occasion qui a toujours vécu des ventes aux enchères, où là on n'est plus dans l'occasion, on est dans la collection, mais c'est quand même des modèles d'occasion. Voilà. Appelons un chat un chat. Et donc, entre les deux, il y avait soit les trucs un peu pourris, ou soit les trucs d'experts, de collectionneurs super pointus, mais il n'y avait pas le spectre de tu peux peut-être acquérir pas mal de produits d'occasion en horlogerie, en joaillerie, etc. Donc il y avait ces discussions. Il y avait moins ma vision des acteurs du marché, où je trouvais qu'en effet il y avait des acteurs qui commençaient à émerger. Il y avait pas une structuration du marché. Les discussions avec mes interlocuteurs dans les marques, où tu dis il y a un truc à faire, mais pourquoi vous n'y allez pas? Puis après, c'est pas leur cœur de métier, donc il y a toujours on va y aller, mais on verra, puis c'est pas notre priorité, etc. Donc je me suis dit, tiens, il y a un créneau à prendre. Il y a un créneau à prendre. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu l'alignement des planètes. C'est que quand tu passes des années à regarder l'univers du luxe, à conseiller ou à être partie prenante, mais dans un côté prestataire de service, des fois, tu as envie de dire, est-ce que je peux pas faire quelque chose, être partie prenante concrètement, engagé et de passer de l'autre côté et dire je vais être un acteur du luxe moi-même. Avec toute l'expérience que j'ai eue, on en parlera, mais Efficio, je l'ai développé dans 25 pays, donc j'ai vu... Efficio aujourd'hui, juste un chiffre, tu disais 3 personnes quand tu l'as racheté en 2007. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est... Donc on est une quinzaine de personnes et on travaille dans le monde entier, donc dans Amérique du Nord, Europe... Avec des partenaires tout en direct, c'est le côté toujours agile que j'ai voulu garder pour la qualité. Et on a des partenaires, mais on fait beaucoup de choses en direct. Donc, à l'époque, on voyageait beaucoup pour voir nos partenaires locaux, c'est-à-dire les médias, les influenceurs, les agents de célébrités, etc., pour voir ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que si tu fais de la communication à distance, ça ne marche pas. Donc, moi aussi, ce qui m'a motivé, c'est que j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien voyager, j'aime bien les cultures différentes, comprendre un peu l'envers du décor, comment ça marche, etc. Il faut passer du temps.
Donc au début, j'avais pas trop d'argent, j'allais à New York 3 jours ou 2 jours, donc c'était un peu speed. Et puis maintenant, je me dis, même si mon agenda est pas rempli, j'y vais une semaine. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que tu as ton agenda qui est à moitié rempli, mais il y a toujours quelqu'un qui te présente quelqu'un. Il se remplit sur place. Et ça se remplit sur place, et c'est là un peu les surprises des rencontres. Donc, dans l'univers large du luxe, la communication, les produits, les événementiels. Donc ça enrichit ta connaissance du marché, enrichit tes contacts, et bon, il y a un truc qui est magique, c'est très souvent tu rencontres des gens, tu dis bon, je ne sais pas ce que je ferai avec lui, il est très intéressant, très sympa, elle est super experte, passionnée et tout. Et puis 3 mois après, tu as quelqu'un qui te demande quelque chose et tu dis ah ben j'ai rencontré la bonne personne. Ouais, c'est Donc ça. voilà, donc il y a un peu un pari d'ouvrir des portes, de parier sur l'avenir, et tu sais pas où tu vas toujours. Il y a une vision et naturellement mais moi c'est ce que j'aime bien, et je suis très frustré avec le Covid parce que Tu peux plus le faire comme avant. ouais, et puis les visios et tout, il y a un moment donné, c'est pas pareil. Non. Voilà. Donc Comment arrive finalement Crésus dans ce projet entrepreneurial que tu mènes? avec ce développement international, cette sensibilité sur, je vois que le monde de la seconde main, de l'occasion, il y a quelque chose à faire. Et j'avais rencontré le fondateur de Crésus à plusieurs reprises, on se suivait un peu, tu vois. Et il y a un moment donné, je sentais que j'étais mûr, et lui voulait faire autre chose. Donc nos intérêts se sont rejoints, et je me suis dit, c'est l'occasion de faire encore un nouveau pari. Le pari de passer de l'autre côté, d'avoir des boutiques, d'avoir un site de e-commerce en tant qu'agence et de communication. Et tout le monde parle du e-commerce, du digital, tu peux conseiller, etc. Mais moi, je ne faisais pas de site. Et là, je me dis, je vais pouvoir aussi être partie prenante dans une des révolutions de notre temps, qui est de faire du e-commerce. Donc 2 révolutions, faire du e-commerce dans le luxe et faire de la seconde main. Oui. Voilà. Ou même faire de l'omnicanalité, où tout le monde dit comment tu fais entre les boutiques, le site et tout. Et je me suis dit, c'est top, parce que ce que je discute avec les marques tous les matins ou tous les Je jours, veux l'expérimenter concrètement. je vais, apporter mes discussions très riches, et il y a quand même des très gros acteurs avec qui on a travaillé où ils étaient en avance, parce qu'on dit il y en a qui sont en retard, mais il y en a qui sont en avance, qui sont hyper visionnaires. Et je me dis, je vais prendre un petit peu toute la richesse des échanges, et puis en plus quand tu vois les Chinois, les Américains, tu peux prendre un peu des best practices un peu partout dans le monde. Et donc voilà, donc je me dis je vais pouvoir le mettre en pratique avec naturellement une société qui est déjà installée, donc j'ai pas révolutionné la société. Crésus d'origine lyonnaise, hein, d'origine lyonnaise, qui aujourd'hui a 28 ans d'existence, donc qui avait des fondations très solides. Donc même chose, j'ai voulu prendre une société qui avait des fondations très solides et de qualité, où le leitmotiv c'était comment servir nos clients de façon très qualitative dans un milieu qui a pas forcément bonne presse à l'époque. L'occasion, il y a un côté de réaction. Ah ouais, mais c'est l'occasion comment? Mais pourquoi les montres, elles sont ou les bijoux, ils sont vraiment bien, ils sont vraiment authentiques, etc. Donc il y avait déjà un savoir-faire, des collaborateurs passionnés et experts. Donc il n'y avait pas tout à faire. Donc on va revenir dessus justement après, Bien quand sûr. on va parler de la proposition de valeur de Crésus, parce qu'il y a plein de questions qui viennent. Mais avant ça, pour nos chers auditeurs, et puis même pour moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le marché. On est en 2021, on enregistre le 25 juin 2021. Il y a certains événements qui se sont passés sur les 18 derniers mois. Est-ce que tu peux nous dire, je le disais en introduction, seconde main, et puis tu l'as répété toi aussi, seconde main, luxe, on a l'impression que c'est quand même 2 sujets qui vont bien ensemble. Enfin, je suis intéressé de t'entendre, partager en fait ton analyse, ta vision de ce marché, de la seconde main dans le secteur du luxe. Alors peut-être plus globalement, tu peux sur la seconde main, mais et puis après faire un focus sur le luxe. Quelles sont les informations clés qu'on doit avoir en tête quand on parle de ce marché? Alors, je vais commencer un peu par l'historique et comment moi j'ai senti les choses, et après je vais te donner un peu les informations clés. C'est la seconde main s'est développée naturellement avec 2 éléments principaux. C'est plus tu vends des produits neufs, que ce soit du luxe ou pas du luxe, plus tu as du stock chez le particulier. Ça, c'est le point de départ. Et à partir de là,
on va remonter 30 ans avant, tu avais des solderies ou à droite, à gauche, où tu peux amener en dépôt-vente, etc. Donc ça bricole un peu. C'est plutôt des trucs de quartier où chacun dans le quartier dépose son sac. Et c'était très souvent justement un peu de la mode, sac, prêt-à-porter, etc. Ou même des accessoires, voilà, des maroquineries. Mais c'était au mode un peu artisanal. Alors tu peux avoir des plus ou moins grandes boutiques, plus ou moins luxueuses, etc. Quand tu as le digital qui est arrivé, ça te permet de toucher un public beaucoup plus large. C'est-à-dire que le truc, le sac à main, la montre, les chaussures qui se vendent un peu moins, tu peux toucher quelqu'un à New York, à Paris, qui peut avoir besoin. Donc forcément, la technologie a amené une facilité. C'est un facilitateur. C'est OK, on peut mettre sur un site, tu peux avoir des boutiques ou pas, plein de produits et ça va trouver son bonheur par quelqu'un qui cherche exactement ce même produit. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Il y a du stock, puisque il y a quand même, on est dans une société de consommation, donc il y a plein de gens qui achètent plein de produits, d'habillement qui n'utilisent pas trop. Hein. Il y a plein de statistiques qui disent que tu utilises 20% des affaires que tu as utilisées, que tu as achetées, ou en tout cas tu les as mis une fois ou deux, et après tu ne sais même plus où c'est chez toi, etc. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Ensuite, tu as eu qui a en effet s'est beaucoup développé sur le côté mode access, donc les sites Vinted, Le Bon Coin, etc. Et après, une démocratisation sur tout type de produits de la société. Ok, je peux acheter et revendre tout et n'importe quoi, je l'ai chez moi, ça dort, etc. Partant de là, après, le luxe, c'est pas la même chose. Parce que le luxe, il y a des produits communs, un t-shirt, l'authenticité, tu t'en fiches un peu. S'il est de bonne qualité, tu peux acheter un peu tout et n'importe quoi. Tu vérifies qu'il est de bonne qualité, mais il n'y a pas un enjeu d'entretien, il n'y a pas un enjeu d'authenticité. Les montants sont moins risqués. Donc, sur l'univers du luxe, ça s'est développé d'abord sur le prêt-à-porter, sur les accessoires, parce que sur la maroquinerie, il y a un énorme marché également, avec un côté aussi de rareté et après une mode du vintage. C'est-à-dire que avant, c'était un peu les solderies ou les friperies où on achetait des trucs un peu moins chers, etc. Et après, il y a eu un côté où d'avoir des produits vintage qu'on ne retrouve plus dans les magasins neufs, ça commence à être super tendance. Là, c'est parce que j'ai quelque chose d'unique. là, qui commence Alors, pas forcément non collection. Collection, c'est toujours Collector. un truc... Collector, parce que collection, tu es dans un autre univers. C'est les pièces rares et c'est un peu les grandes maisons d'enchères où là, tu as des pièces de vraiment rares et qui sont recherchées depuis tout temps. Voilà. Mais tu as en effet le côté collector ou le côté, parce qu'il y a une tendance de personnaliser, d'avoir quelque chose que personne a. Moi, j'ai un sac où j'ai des chaussures, où j'ai un impair, ou un haut, etc., qui date des années 90 et qui est en super état et que personne n'a, j'ai une pièce unique. Voilà. Donc ce côté un peu de pièce unique, de pièce rare, et avec un style qui n'existe plus. Voilà, puisque les marques changent tout le temps avec le fast fashion en plus. Donc tu as un côté d'avoir la mode du vintage. Alors, le stock chez les particuliers, qui est quand même l'approvisionnement de l'occasion de la seconde main. Le digital, qui est un facilitateur fantastique qui permet d'offrir à tout le monde et de trouver des clients et de générer du volume et de commencer à structurer ce marché-là. Après, tu as la mode du vintage qui est arrivée. Alors que tu peux te dire, elle est arrivée parce que ces outils ont fait que ça commence à être sympa et la mode prend parce qu'il y a un vrai, une structuration du business, mais il y a quand même une mode du vintage qui aurait pu ne pas prendre et ça aurait pu rester ceux qui n'ont pas d'argent, etc. Ensuite, tu as le côté économie circulaire. Pourquoi acheter du neuf quand tu peux acheter de l'occasion de qualité ? Ah oui, parce qu'il y a aussi le produit de qualité. Tu peux avoir des produits d'occasion de seconde main qui sont quasi neufs. Donc tu te dis, tiens, pour la planète... là, c'est la dimension durable qui rentre en ligne de compte. Oui, c'est hyper important. Et les jeunes générations, d'autant plus. Donc c'est ça que moi j'aime bien dans ce business model, c'est qu'il n'y a pas un truc magique. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, qui font qu'à un moment donné, ça devient une vraie tendance et le paradigme change. C'est plus une tendance, c'est le paradigme d'un secteur ou d'une façon de consommer qui change. Et après, tu as un autre point qui est hyper important, et c'est le prix. Parce que l'occasion, a priori, mis à part les fameux produits collector, hyper rares, etc.,
tu achètes entre moins 30, moins 70% du prix du neuf. Certes, ce n'est pas le dernier produit, mais parfois, c'est très intéressant et tu as des produits de qualité. Donc là, je parle vraiment de façon générale au niveau du monde de l'occasion. Et au niveau du luxe, il y a un paramètre un petit peu différent, c'est l'authentification. Alors on peut le dire pour plein de typologies de produits, mais quand tu achètes des produits à 2 000, 3 000, 5 000, 50 ou 100 000 euros, l'authentification commence à être très stratégique. Donc il y a cette structuration, il y a l'authentification, il y a la révision. Quand on parle d'horlogerie, c'est un mécanisme de précision. Donc voilà, donc en fonction des c'est le tiers de confiance univers, en fait. Finalement, le revendeur, le distributeur de produits de seconde main, il tire sa légitimité dans l'estampillage, disons qu'on confirme. On confirme l'authenticité, la qualité. On est vraiment un tiers de confiance en fait. Tout à fait. D'autant plus avec des produits qui nécessitent d'avoir une expertise. Donc, tu as un t-shirt, il est de bonne qualité. Je ne peux pas m'empêcher de citer Vestiaire Collective, qui finalement s'est développé sur cette économie de la seconde main. Qui est une très belle réussite française. Qui est une très belle réussite, une très belle licorne française. Et qui a misé lourd dès le départ justement sur le contrôle des pièces qu'il recevait. C'est incontournable. Nous, on refuse 70% des pièces qu'on nous propose. Donc c'est incontournable parce que contrairement à un fabricant qui fabrique à ses contrôles qualité de fabrication, nous on a des contrôles fabriqués de sourcing. Mais bien sûr, on va revenir dessus, mais alors je reviens 2 secondes sur le consommateur. On parle de tiers de confiance. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une forme de maturité qui s'est développée chez les consommateurs par rapport à ce sujet de la seconde main dans le monde du luxe, dans le secteur du luxe? Est-ce qu'ils sont moins dubitatifs par rapport à l'idée d'aller acheter un produit qui n'est pas neuf? Comment tu perçois justement ces consommateurs, leur comportement, leur analyse? Tu parlais tout à l'heure des générations plus jeunes qui sont un peu en opposition peut-être aux plus anciennes. Voilà, parle-nous du consommateur, des consommateurs. Alors, je dirais pas maturité, mais je dirais que ça progresse très très fortement. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'études en ce moment qui sortent tous les 3 mois, les 6 mois, etc. Parce que maintenant c'est connecté au secteur du luxe dans mon univers. Donc avant c'était à part, l'occasion ou la seconde main était à part. En anglais d'ailleurs on dit pre-owned ou CPO. C'est les différents termes qu'on peut retrouver. Et on arrive à un changement de paradigme, c'est-à-dire avant c'était une tendance, tiens c'est sympa, c'est malin, etc. Et en effet, comme tu dis, maintenant on arrive à... ça fait partie de mon mode de consommation. Donc il y a une statistique très intéressante, c'est qu'il y a quasiment 50% des consommateurs du luxe qui ont déjà acheté un produit d'occasion. Donc maturité, moi je dirais plutôt 70-80. Mais 50%, je crois que c'est un peu moins, ça doit être 45%, c'est énorme. Et après, tu as 62% des consommateurs du luxe qui disent pourquoi pas à regarder tout. Donc, et nous, on le voit dans nos boutiques, tu as quand même un côté de réassurance. Les gens, ils ne rentrent pas. Alors, bien sûr qu'on a des clients fidèles qu'on connaît, qui, une fois, ils ont fait l'expérience Crésus, et beaucoup nous le disent, c'est ça qui est intéressant. C'est au début, j'étais un peu hésitant. Maintenant, je vois tout est super nickel, les produits sont de qualité, l'accueil est top, l'expertise est là, j'y vais les yeux fermés. Et pour moi, t'achètes du neuf ou de l'occasion ou de la seconde main en fonction de tes désirata qui peuvent être budgétaires, qui peuvent être les produits en tant que tels. Je cherche quel produit, qui peut être l'expérience client. Parfois, tu dis, je suis mieux dans telle ou telle boutique, le vendeur s'occupe super bien de moi. Donc, c'est plus des produits de seconde zone. Donc moi, un des leitmotifs dans ma vision, puisque qualité, c'était de donner les lettres de noblesse à la seconde main, en disant, c'est pas la seconde main n'est pas de la seconde main, c'est de la première main entre guillemets. Et ça, les consommateurs le perçoivent mieux aujourd'hui, en fait. Petit à petit. Et puis après, comme tu l'as dit, tous les jours, il y a une marque qui annonce je vais intégrer de l'occasion. Forcément, moi, je suis super content parce que ça légitime le fait que tu peux acheter de l'occasion, les yeux fermés, de plus en plus. Et étant un acteur depuis presque 30 ans, légitime, et puis on parlera un peu de tout ce qu'on a mis en place pour justement le contrôle qualité, etc.
voilà, ça devient de plus en plus... Après, on n'en parlera même plus. Non, mais c'est ça. C'est comme si tu achètes une voiture d'occasion. Pour moi, le parallèle est quand on discutait avec mes interlocuteurs des maisons de luxe, d'horlogerie, de joaillerie, tu t'achètes une Porsche ou une Ferrari d'occasion, on ne dit pas elle est d'occasion. On dit tiens, elle est sympa, c'est le dernier modèle, l'avant-dernier, etc. Elle a combien de kilomètres, on va faire un tour ensemble, etc. Mais on ne dit pas elle est d'occasion ou pas d'occasion. Donc à un moment donné, on n'en parlera même plus. Et là on arrivera au niveau de maturité. Bon, c'est un marché qui est encore donc en croissance, et tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a un réservoir de consommateurs qui est encore costaud. Merci pour ce pitch un peu du marché, du consommateur. Alors, je peux juste ajouter, bien si sûr. tu veux, tu me parlais un peu de chiffres, c'est le marché de l'occasion en horlogerie et joaillerie, c'est 26 milliards en 2019. Monde. 28 milliards, monde naturellement. 28 milliards en 2020 et les prospectives, c'est 35 milliards en 2025. Okay. Donc, il y a une croissance à 2 chiffres qui est supérieure à la croissance estimée du marché du luxe neuf. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, c'est plus qu'un relais de croissance. Et c'est des cabinets d'études qui suivent ça depuis des années. Il y a Bain, McKinsey, etc., qui le suivent de très près. Et naturellement, les grands groupes de luxe également. Bien sûr. Merci pour cette précision. C'est toujours intéressant d'avoir des chiffres. Je te propose maintenant qu'on rentre dans l'histoire de Crésus. Peut-être qu'avant que tu nous expliques comment ça fonctionne, il y a des éléments historiques à nous mettre en introduction sur cette société, comment elle s'est créée. Elle a commencé par un magasin à Lyon, du côté de la place Bellecour. Comment c'est Alors c'est ça, c'est en effet le fondateur est lyonnais et donc a créé sa première boutique à Lyon, pas très loin de la place Bellecour. Je suis lyonnais, je connais l'histoire. Voilà, donc, et en effet était une référence à Lyon et on va dire tous les passionnés d'horlogerie ou de joaillerie connaissent Crésus au moins de nom s'ils n'ont pas eu la chance de venir visiter notre boutique. Et donc après a été précurseur sur la digitalisation, donc a été un des premiers à faire du e-commerce en France dans l'univers du luxe, à l'époque où les grandes maisons ne voulaient pas y entrer, parce qu'il y a un point, alors le fondateur était visionnaire, et 2, il y a un autre aspect, c'est que étant distributeur des 50 plus belles marques de l'horlogerie ou de la joaillerie, Cartier, Rolex, Patek, Audemars Piguet, IVC et consorts, mais n'ayant pas de contraintes comme c'était le cas des distributeurs, de dire t'as pas le droit de le vendre sur Internet, le fondateur pouvait commencer à s'essayer à cette vente, à cette façon de vendre des produits. Et en parallèle de ça, il y a eu un réseau national de boutiques qui a été ouvert à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Aix. Et donc ça faisait un site internet qui était une vitrine, qui est très vite s'est transformé en vrai site de e-commerce, avec une équipe qui est au téléphone 6 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, pour accompagner la vente, parce que c'est de la vente accompagnée, c'est pas vous achetez votre montre tout seul ou votre bijou, il y a quand même beaucoup de questions. C'est de l'avant-vente principalement, contrairement à des sites de e-commerce de fast fashion ou de trucs de grande consommation, où la majeure partie des calls est post-vente pour savoir où est le colis, comment faire. Il y a énormément d'échanges. Il y a énormément d'échanges et on a une vraie relation et les personnes qui sont au service client sont des vendeurs, sont des conseillers. On crée une relation avec les clients et il y a des clients qui ne passent que par eux. Donc ils ne vont pas en boutique parce qu'ils ont créé une relation sur plusieurs années et ils ont leur conseiller attitré. Donc il y a une vraie relation et de confiance, de qualité, on demande des photos complémentaires, on demande des informations complémentaires, etc. Donc après, avec les boutiques qui quadrillent un petit peu la France, un site internet au début vitrine mais très très vite e-commerce, un service e-commerce au téléphone pour accompagner, pour conseiller, pour rassurer, pour donner des informations complémentaires, il y a eu un process qui a été mis en place parce que on parle tout le temps de l'omnicanalité, le but du jeu, tu as le client au centre, tu lui dis en gros vous achetez comme vous voulez, c'est-à-dire que moi le but du jeu j'ai différents canaux et je suis à votre service. Donc vous pouvez acheter 100% digital, vous payez online, on vous livre, vous voulez voir personne, vous pouvez discuter avec notre service e-commerce, très bien. Vous voulez acheter, mais vous voulez quand même récupérer le produit en boutique. Vous êtes le bienvenu.
Comme ça, on peut vous ouvrir la boîte avec le bijou ou la montre. On vous montre un petit peu comment ça se passe, on vous la met au poignet ou on vous le met autour du cou, etc. Donc tu as un accompagnement et c'est pas que dématérialisé. Les produits sont tous dans les points de vente, ils ne sont pas centralisés quelque part. Ils sont tous dans les points de vente, en effet, tout à fait. Et donc, tu peux avoir également, parce que le produit, tu habites à Lyon, mais que le produit il est à Paris ou à Bordeaux, je le réserve, on vous le fait venir de Paris et de Bordeaux, il vient à Lyon, on vous prévient quand il est à Lyon et vous venez voir le produit que vous avez vu sur Internet qui vous paraissait top, mais est-ce que c'est vraiment votre taille, est-ce que la matière de la montre vous convient, le poids, etc. etc. Et donc voilà, donc tu as ce côté-là. Et on a encore des gens qui se baladent dans la rue, hein, ça existe encore, et qui passent et qui très souvent connaissent Crésus, ont vu sur le site, mais on ni réservé, ni appelé, ni rien du tout. Et puis ils se baladent et puis tiens, on va regarder ce que Crésus a J'aime bien justement être sur les aspects très concrets. Une boutique Crésus, ça répond au code habituel d'une horlogerie. C'est un accueil qui est similaire. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui connaîtraient pas le point de vente, expliquer comment est reçu le client dans ces magasins? On a une approche qui est nos vendeurs, nos ambassadeurs en boutique, parce que je considère que c'est plus que des vendeurs, c'est des ambassadeurs. On a un personnel qui est top dans les boutiques. Il y a un côté très de partage d'expériences de passionnés. Plus que... Alors, on a des petites boutiques, donc on n'a pas des très grandes boutiques, mais on passe un bon moment convivial. C'est passion et convivialité, c'est un peu le leitmotiv et on partage. C'est plus que de vendre des produits, c'est de partager et de conseiller. Pourquoi vous recherchez une montre? Pourquoi vous recherchez un bijou? Pour quelle occasion? Qu'est-ce que vous avez déjà dans votre collection? Et donc, c'est une approche, voilà, c'est l'approche un peu conviviale, partage d'expérience et on a un personnel qui est vraiment passionné. Je pense que c'est la chance voilà, il y a de travailler dans un univers où il y a quand même plein d'histoires à raconter. Il y a beaucoup de marques avec des savoir-faire vraiment différents. Et donc, c'est aussi ça. Et on l'a vu pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il y avait des clients qui nous achetaient des produits, mais ils disaient non, je viendrai quand vous réouvrirez les boutiques. Donc, il y a ce côté d'échange qui est hyper important. Et que c'est un critère de sélection de tous nos collaborateurs, c'est d'aimer ce qu'on fait, de pouvoir le partager, le transmettre. Alors là, tu viens de nous parler finalement de la distribution. On a compris qu'historiquement, finalement, Crésus avait toujours eu ce point fort dans son ADN de distributeur, que ce soit à travers des points de vente physiques ou d'un site internet finalement peut-être en avance par rapport à d'autres du secteur. Il y a la distribution, mais il y a le sourcing. Et puis il y a le contrôle. Donc, parle-nous d'abord du sourcing, comment vous faites, et puis ensuite, le contrôle, les ateliers. Je le disais en introduction, puisqu'on a échangé avant d'enregistrer. Tu me disais que justement, il y avait des investissements conséquents qui avaient été faits dans les ateliers. Je suis très intéressé que tu nous parles de tout ça. Peut-être d'abord le sourcing, parce que c'est... Le sourcing est clé parce que le sourcing, contrairement à un distributeur traditionnel, que ce soit de l'horlogerie ou dans d'autres secteurs, qui appelle, s'il est dans un réseau intégré, la marque ou le siège en disant « j'ai vendu des produits, tu m'en relivres », etc., où il les fabrique. Nous, on n'a pas la main dessus. On ne peut pas fabriquer, on peut commander à personne. Donc, il y a toute une stratégie de sourcing, c'est-à-dire qu'on achète aux particuliers les produits un par un. Donc les prévisions, voilà, les prévisions sont très aléatoires, même si, et ça c'est la chance que j'ai en rachetant Crésus, c'est qu'on est connu, donc on est devenu un acteur incontournable et on a plein de gens qui viennent nous voir spontanément. On fait un peu de communication on les aide à venir nous voir, mais on a un flux permanent de personnes qui viennent nous voir. Donc le sourcing est clé. On achète aux particuliers. Donc les particuliers viennent pour nous vendre des produits qui soient des collectionneurs. J'ai plein de monde, je veux changer. Quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui n'a pas le bon modèle. Et on a plein, c'est assez rigolo, mais beaucoup de clients ou clients qui viennent nous vendre leur montre qui, j'ai eu un cadeau, elle me plaît pas, au bout d'une semaine, je suis pas content, je vous la vends. Et alors soit on l'achète, parce que notre force c'est d'acheter
tout de suite. Donc on paye tout de suite, soit par chèque, soit par virement, les produits. Donc on fait un peu de dépôt-vente sur des produits qui sont moins faciles à revendre ou un peu plus risqués, mais on va dire à 90%, on achète tous les produits de qualité. On refuse quasiment 70% des produits qu'on nous propose. Et en Donc fait, il y a une sélection très ça forte. Ouais. Alors on a une direction achat, hein. Donc on a super organisé parce que en achetant une cinquantaine de marques sur les 30 dernières ou 40 dernières années, tu as un choix potentiel d'achat qui est énorme. Donc on a des super tableaux Excel avec des classements, des blacklists, des produits qu'on ne prend pas pour deux raisons. Alors la principale raison, c'est qu'il n'y a pas de demande sur le marché français, puisque Crésus est, on va dire, à 80%, 85% français, donc tu connais les besoins de tes clients. Voilà, on connaît les besoins. Donc il y a des produits qui ne sont pas pour nous, ou qui ne sont pas pour la France, ou pas pour la clientèle Crésus. Donc on a enlevé certaines marques ou certaines références de certaines marques dans notre stratégie d'achat. Ensuite, donc ça c'est très facile parce que quelqu'un se présente avec une marque ou un produit qu'on sait que notre clientèle ne l'achètera pas, on dit non, c'est pas pour nous, merci, au revoir. Et on explique. Ça c'est très important parce qu'il y a un côté très challenging et les marques de luxe, pour justement passer au monde de l'occasion, étaient très réticentes. C'est quand tu vends du rêve, c'est super, c'est top. Mais quand tu achètes des produits, il y a un côté déceptif. Ah, ma montre que j'avais achetée 15 000 euros, vous me l'achetez 7 000 euros. Comment ça? Pourquoi? Comment? Donc tu dois avoir un côté très pédagogique pour expliquer que soit tu la reprends pas parce qu'il n'y a pas de demande, ou soit tu la reprends, mais qu'il y a une cote de l'occasion qu'on suit tous les jours, et qu'il y a un état de la montre. Donc nous, il y a des critères qui font l'état de la montre, du boîtier, il a été choqué, la montre est jamais portée, il l'a gardée dans un coffre, c'est pas la même valeur. Est-ce qu'elle est ce qu'on appelle full set, ça veut dire avec la boîte d'origine, les papiers d'origine, la montre, le bracelet nickel s'il est en crocodile ou en cuir ou en acier, est-ce qu'il est rayé, abîmé, et donc ça te donne un prix. Ça te donne un prix fonction de la cote et en fonction de l'état du produit. Et vous ouvrez la montre pour regarder le mécanisme, pour faire la cote ou pas? Alors, le prix d'achat? Alors, on n'ouvre pas la montre, on la teste. On a des appareils pour tester, pour voir en effet si elle fonctionne. Et on l'ouvre si on a un doute. D'accord. Voilà. Donc, mais si on a un doute, on l'ouvre et on l'envoie à l'atelier. On dit, écoutez, on a un doute ou on n'est pas sûr, et donc on l'envoie à notre atelier pour checker. Mais nos vendeurs, qui sont aussi acheteurs, achètent tous les jours et ont pleine autonomie dans un cadre qui a été défini par notre direction d'achat et notre direction des ventes, pour acheter des produits tous les jours. D'accord. Donc ça, on a bien compris. Le sourcing, c'est finalement les particuliers, dans l'immense majorité, qui viennent apporter une montre dont ils veulent plus, dont ils ont hérité, pour un besoin d'argent. Tu l'as très bien exprimé. Donc vous avez ce stock. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année, d'ailleurs, où il y a plus finalement de personnes qui apportent une montre pour la vendre à Crésus, ou alors c'est à peu près lissé tout au long de l'année? C'est assez linéaire. Auparavant, tu avais la période où il y avait les tiers d'impôts. Maintenant, avec l'impôt à la source, ça a un peu changé, mais il y a un peu la rentrée au mois de septembre, parce qu'on a passé les vacances, on s'est fait plaisir, on a dépensé plein d'argent et on se dit, ah tiens, je me suis peut-être un peu trop lâché, et donc tu as tiens, en septembre on avait une petite vague de personnes qui nous proposaient des produits. Donc ça s'est lissé avec l'impôt à la source, parce que tu avais la rentrée plus les impôts, etc., et les taxes qui tombaient tout en même temps, et là tu avais un petit effet conjoncturel, mais sinon c'est vraiment tout au long de l'année. Et géographiquement parlant, c'est à peu près partout pareil, que ce soit Paris, Lyon, Aix, Bordeaux, globalement. Après, Paris reste Paris, c'est-à-dire qu'il y a plus de de monde, bien région sûr. parisienne, donc, mais après sinon on source des produits partout. Ouais, tout à fait. Ok. Donc là, maintenant qu'ils sont sourcés, ils ont été contrôlés en vue d'établir un prix d'achat par des vendeurs / acheteurs. La montre est donc maintenant chez Crésus. Et là, il y a l'atelier qui entre. Alors, juste sur l'achat, ce qui est important, c'est qu'on explique pourquoi on achète le produit et qu'on va le remettre en état. Et donc, on a des frais de remise en état, des frais d'authentification de remise en état. Et il y a aussi une taxe qui est importante, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une taxe sur la valeur ajoutée. Et Crésus est collecteur de la taxe pour l'État.
Donc Donc, tu parles de la TVA là. non, il y a Non. une taxe sur la plus-value pour tout produit au-delà de 5 000 euros. Si le client qui nous apporte la montre l'a acheté moins cher, c'est-à-dire il a fait une plus-value, il y a 6,5% de taxe qui est intégrée dans le prix d'achat. Et donc Crésus reverse cette taxe à l'État. Donc il y a la rareté ou la demande sur le marché, l'état du produit, cette taxe à prendre en compte. Mais si la personne l'a acheté 10 000 euros et nous la vend 6 000 euros, il n'y a pas de taxe. Mais si sur certains produits spéculatifs, l'a acheté 10 000 et il vient nous la vendre 15 000, sur certaines Rolex, Patek ou Audemars Piguet, il y a à prendre en compte dans le calcul cet élément-là qui est important parce que Crésus, toujours, qualité, on fait tout dans les règles de l'art. Donc ça fait partie du business model et des éléments que tout le monde ne fait pas et tout le monde ne connaît pas. Ok, c'est important que tu le précises effectivement. Donc l'achat est fait. Maintenant, comment se passe la suite du processus? Tout à fait. Alors, ça, c'est moi ce que j'ai aimé quand je passais du côté conseil en communication au côté être sur le terrain, c'est que là, il y a un vrai process physique, de qualité, contrôle qualité, etc. Et là, il y a une vraie petite usine qui se met en place. C'est que les produits sont sourcés partout en France, dans nos boutiques, sont envoyés toutes les semaines à Lyon. Donc naturellement dans les transports sécurisés, etc. Et arrivent à notre atelier. Donc on a deux départements. On a un département logistique qui check tous les arrivages et on a un atelier. Donc une fois que c'est checké, donc on regarde tout ce qu'on a acheté, on regarde la cote parce que parfois entre le moment, ça c'est le côté un peu magique et parfois frustrant, mais un peu magique, c'est qu'entre le moment où c'est acheté, c'est arrivé à Lyon, la montre est révisée, les prix peuvent changer. Donc on suit vraiment au jour le jour les cotes et on les réajuste. Et parfois on a nos collaborateurs dans la boutique qui disent mais on l'avait acheté, on voulait la vendre 10 000, elle est passée à 10 500 ou 11 000, faites attention, etc. Il y a un côté où on suit, mais il y a un côté qui est rigolo c'est informel en même temps, tu vois, parce que tu maîtrises pas le marché. Et puis il y a des collectionneurs, des clients qui m'appellent, tiens, en ce moment Cartier c'est en train de chauffer, qu'est-ce que tu en penses? Ou il va y avoir Audemars Piguet, Patek Philippe qui arrête la 5711. Il y avait des rumeurs sur le marché, le jour où ça arrivait, la montre elle a fait x2. Donc il y a ce côté un petit peu magique. Donc quand les produits arrivent à notre atelier à Lyon, nos horlogers ils checkent les montres, donc authentification, est-ce que tout est bien nickel, etc. La qualité du mécanisme, donc est-ce que c'est une simple révision, est-ce que c'est une révision plus costaud? Là, c'est ouvert. Voilà, on les ouvre naturellement. Donc il y a le mécanisme, il y a le boîtier et le bracelet. Ça dépend après de la typologie de bracelet. On change les bracelets lorsqu'ils sont en cuir, s'ils ont été portés. Si c'est neuf, parce que ça arrive de temps en temps, on les garde, bracelet d'origine. Et après, on fait la révision. Et là, on a investi encore récemment en début d'année, donc en plein post-Covid ou pré-Covid, on est tout le temps dedans, là, dans des machines, des polisseuses, dans des machines qui aussi rechargent de l'acier. Les polisseuses, c'est donc pour le verre, c'est ça? Non, c'est pour la boîte en acier. La boîte en acier, voilà, ouais, tout à fait. Enlever les rayures. Enlever les rayures. Sauf que quand tu enlèves les rayures, et on a encore eu le cas là, il n'y a pas très longtemps, tu as des professionnels ou des horlogers ou des particuliers qui, quand tu ponces de l'acier, à un moment donné, tu perds les arêtes, tu perds la forme du boîtier d'origine. Et donc, on n'achète pas ces produits-là, sauf si on peut les récupérer. Et le fait d'investir en permanence, pas en permanence, mais régulièrement dans des machines dernier cri, te permet de récupérer, d'acheter des montres que tu n'aurais pas pu acheter. En disant, elle a perdu sa forme d'origine, c'est dommage. À les remanufacturer en quelque sorte. Voilà, donc tu as la solution extrême, c'est tu l'envoies à la manufacture, parce que moi je ne fabrique pas de boîtier, et puis tu demandes un nouveau boîtier. Bon, ça c'est parce que la montre vaut le coup, parce qu'elle a une certaine cote, et tu te dis, la réparation vaut le coup de l'envoyer à la manufacture. Mais nous, on a des recharges d'acier, donc ça c'est une machine qu'on a achetée récemment, donc ça te permet de remplir des chocs ou un poli qui a été fait de façon trop insistante. Et après, on a des polisseuses, mais c'est vraiment très très fin, très très léger, qui permet de donner la forme d'origine ou de redonner son éclat d'origine. Donc c'est quasi comme neuf. C'est un travail d'artisan.
C'est un travail d'artisan. Et quand tu vois les horlogers, on a 5 horlogers qui travaillent dessus, et qu'il y avait la livraison de la nouvelle machine, etc., ils étaient comme des enfants et comme des fous en disant regarde, est-ce qu'on peut faire et tout. Et donc c'est un métier de passion. Tu vois, c'est pas un métier technique où tu dis c'est sympa, la montre elle est neuve. Non, ils sont super fiers. Tout le monde est super fier parce qu'on sort des produits de top qualité. Et tu passes toute la journée sur des détails et tout. Faut être super passionné pour faire ça. Je comprends. Une fois que ce travail est fait, de remise en état, je ne sais pas si c'est le bon mot, de la Remise en montre, état neuf, ouais, voilà. tout à fait. Il y a une certification, il y a comment Crésus estampille son travail. Alors, en effet, les montres qui sortent de chez nous, sauf des montres vintage très pointues, sont toutes garanties 2 ans. D'accord. Donc, elles sont authentifiées, elles sont en effet authentiques, c'est vraiment des mouvements d'origine, la montre d'origine. Elles sont révisées et après, elles sont garanties 2 ans. Donc ça, c'est un service de qualité. On a été, même chose, les premiers à le faire, à garantir 2 ans les montres en France, voire peut-être en Europe, où il y en avait peut-être un autre acteur, mais on était premiers. Et après, vu qu'on a mis la pression avec la garantie de 2 ans, certains de nos confrères commencent à le faire également. Mais toujours dans un souci de qualité, et on a un retour qui est très 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 bas des garanties qu'on fait. Donc parce que le travail est bien fait. Voilà, c'est notre. Est-ce que vous avez, alors je reviens plus du côté du consommateur, est-ce que vous avez finalement des gens qui vous passent commande parce qu'ils se disent moi j'ai un modèle qui est très particulier que mon grand-père a possédé, parce que les montres chez les hommes, je sais particulièrement, c'est très émotionnel. Voilà, on est comme ça. Et j'adorerais pouvoir retrouver ce modèle d'une montre. Est-ce que vous ne l'avez pas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez quelque part enregistrer que le jour où il y en a une qui arrive, moi je suis là? Alors, ce que tu dis est très vrai, parce que depuis que j'ai repris Crésus, dans mon entourage, ou quand je rencontre des gens, j'aime bien, et il y a le modèle un tel que je cherche, etc. Donc il y a un côté passionné lambda, j'aime bien les beaux produits, je regarde ce que vous avez, et il y a en effet des personnes qui ont, soit parce que c'était une montre qu'on leur a offert, ou soit, comme tu dis, c'était une montre de famille, mon grand-père, et je voudrais la même, etc. Il y a des histoires qui sont très fortes. Et un côté très frustrant, c'est que on ne les fabrique pas, on a un stock limité, et donc tu as plein de gens qui viennent et qui disent c'est top ce que vous avez, mais c'est pas ça que je cherche. Donc, tu dis, c'est quand même dommage, parce que dans le retail et dans le commerce, il y a quand même déjà quelqu'un a fait l'effort de venir chez toi, donc tu te dis je suis content, mais je ne peux pas lui servir parce que le champ d'action il est super large. Parce que tu prends les 50 dernières années et 50 plus belles marques, ça te donne quand même des références. Voilà, et j'aurai jamais tout de toute façon. Donc là, il y a deux possibilités. Il y en a une première, c'est on leur dit si c'est pas des modèles super rares et on sait qu'on les rentre, mais c'est juste le timing. Et on l'a vendu hier, on en aura une dans une semaine, on espère, parce qu'on rentre régulièrement. Vous pouvez créer une alerte sur notre site, vous mettez la référence, etc. Et c'est automatique. Dès qu'elle rentre en stock, vous recevez un email. Bonjour monsieur ou madame, on est très heureux. On a la montre si vous voulez venir la voir ou la réserver, etc. Donc ça, c'est automatisé avec des formulaires d'alerte. Okay, on a les mêmes formulaires pour ceux qui veulent vendre des montres. Ils peuvent venir sur notre site et mettre la montre et on leur fait des estimations. On fait ça toute la journée. Donc ça, ce côté un peu automatisé, mais tu garantis pas quand est-ce que tu vas la trouver. Donc si tu es vraiment motivé et que tu as un modèle précis, dans ce cas-là, on a mis en place un service de chasse. Et là, on travaille avec des collectionneurs, on travaille avec des confrères, et là, il y a un côté où on s'entraide. C'est-à-dire que nous, on a des confrères de qualité, et nous, on est tiers de confiance. C'est-à-dire que s'ils ont la montre, j'ai encore discuté avec un ami qui me dit j'en ai vu une aux US, mais bon, je ne sais pas trop, l'importer, payer plusieurs milliers d'euros à distance, je ne connais pas le vendeur, etc. Crésus va faire le job de vérifier l'authenticité, va la recevoir et vérifier que la montre, elle est... parce que tu as l'authenticité, mais est-ce qu'elle fonctionne bien? Parce que des fois, la fiabilité, quoi. Parfois, très souvent, tiens, elle est 2-3 000 euros de moins chère qu'une autre. Pourquoi? Normalement, c'est pas magique. C'est que la montre, elle est de moins bonne qualité, sauf si quelqu'un la survend, mais on est quand même dans des produits d'exception.
avec des cotes. Et donc, si tu n'es pas dans la cote, c'est qu'il y a quelque chose qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent avoir le bon plan, le bon deal, etc. Sur des produits très demandés ou très pointus, le vendeur, il sait ce qu'il fait. Normalement, tu es dans la cote. Donc, l'enjeu est plus sur l'authentification et le fait qu'elle soit bien révisée et que tout est nickel. Voilà. Et là, on peut justement faire le tiers de confiance. On va dire, OK, on va vous la chercher en Allemagne, à Hong Kong, aux US, en Suisse, à droite, à gauche. Et comme ça, vous y allez les yeux fermés. Alors ça c'est très intéressant. Et avant qu'on parle justement sur la relation client, puisque là on aborde le sujet, qui sont, et je te pose la question, tu m'as déjà apporté la réponse, mais il faut que tu la dises devant le micro maintenant, les clients justement. Tu as parlé des collectionneurs, enfin on en a parlé, mais je sais qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Alors, il y a... alors, on me pose toujours cette question parce qu'elle est intrigante par rapport au fait de qui sont les consommateurs de la seconde main et l'évolution. Et c'est la même chose. Pourquoi la seconde main a explosé? Il n'y a pas un profil particulier. Il y a le primo-accédant qui bénéficie d'un bon prix pour mettre un pied dans le luxe. Donc ça, tu l'as et tu as primo-accédant ou le jeune avec le côté économie circulaire qui est hyper sensibilisé, donc tu as cette population. Tu as l'amateur qui aime bien les beaux produits, l'horlogerie, la joaillerie également. Donc là, il achète du luxe, comme j'avais dit tout à l'heure, 50% quasiment des clients du luxe achètent de l'occasion. Donc ça, on va dire le client lambda qui aime bien les belles choses et qui va acheter chez la boutique qu'il aime bien ou au vendeur qu'il aime bien. Après, tu as alors on appelle ça un peu les traders. Alors ça peut être des collectionneurs, mais vu qu'il y a traders, spéculateurs, il y a des produits qui montent. Donc il y a une partie de la clientèle qui font des paris sur des produits et t'achètent et revendent. Donc c'est parmi nos bons clients aussi et qui reviennent tous les mois. Donc j'ai acheté ça il y a 6 mois, je l'ai acheté 20 000 euros, maintenant elle vaut 25, je te la revends 25 et je veux acheter autre chose, etc. etc. Donc tu as ce côté qui est assez hallucinant où ils reviennent, ou sinon ils vont acheter chez quelqu'un d'autre parce qu'ils ont vu qu'il y avait un bon prix, ils ont vérifié l'authenticité et la qualité du produit, et ils l'achètent chez quelqu'un 2 jours avant et ils te la revendent derrière. Donc tu as ce côté un peu... Et c'est parfois les collectionneurs, parce que tu as le côté collectionneur un peu trader, spéculateur, et tu as le collectionneur qui achète et qui garde. Donc ça, c'est le pur collectionneur qui garde, mais tu as celui qui est un peu trader. Donc il achète, il revend, et ce qui est très marrant, c'est que tu peux faire de la spéculation en bourse ou de l'immobilier. Là, tu peux porter le produit et donc te faire plaisir. Donc, tu as un côté, tiens, j'ai acheté une belle Patek, j'ai acheté une belle IVC ou une Breitling. C'est un peu similaire aux œuvres d'art. Exactement. C'est un peu ça. Ouais. Et alors, justement, comment vous faites dans la communication que vous avez avec vos clients? Au fil de notre conversation, fourni quelques éléments de réponse. Comment vous allez les chercher? Comment vous utilisez la donnée que vous avez? Forcément, vous l'avez. Est-ce que vous avez un CRM? Comment vous gérez la fidélisation? Tous ces aspects-là pour un peu reboucler sur... Alors, là, je ne pense pas qu'on soit innovant, mais même chose. Et on essaye d'innover, mais même chose, c'est d'avoir des fondamentaux solides. Donc, on a une stratégie de communication, d'acquisition, de fidélisation. Donc, la stratégie d'acquisition se fait au travers de jeux, concours, d'incentives. Là, on avait fait une opération où on donnait 1 an de garantie supplémentaire si les clients achetaient des produits. Donc voilà, donc tu as un peu des push produits ou un bracelet en plus, des choses comme ça, mais toujours lié, et c'est ça un peu toujours lié à l'univers de la montre. On ne va pas vous donner un voyage pour acheter une montre. Donc c'est plus des produits, du service autour de la montre et de l'horlogerie pour fidéliser ou pour transformer. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a un peu du récurrent. Donc nous, on a à peu près 1 million de visites par mois sur notre site et on a une database d'environ 200 000 personnes, vraiment RGPD, opt-in, etc. Et donc, on fait des newsletters avec du contenu.
Donc il y a des newsletters qui sont push produits. Bah, tiens, on fait les produits de plongée, on fait les chronomètres, etc. Et puis après, on raconte l'histoire des marques. Donc on a un côté produit et un côté aussi contenu. Voilà, on Ouais, c'est essaye de important l'enrichir. l'histoire des marques, puisque finalement Bien le sûr. client qui découvre une marque, il a envie d'embrasser l'histoire Voilà. Et de c'est la l'histoire marque. des marques, voire l'histoire d'un modèle. Ouais. Sur la Paul Newman, donc il y a des produits d'exception, la Monaco, de Tag, etc. Donc ça peut être juste sur un produit. Hmm. Et après, parfois en effet, on a des produits d'exception ou pas mal de produits, on dit on veut les mettre en avant et donc on fait une sélection spéciale. Naturellement, on travaille beaucoup sur notre SEO et le SIA. Donc Crésus a la chance d'exister depuis 28 ans et d'être sur le digital depuis 20 ans, depuis l'an 2000, donc 21 ans. Donc on a un historique, on est très fort en SEO. Donc on travaille ça tous les jours, c'est vraiment très important pour qu'on nous retrouve quand tu cherches montre d'occasion, Rolex, Patek, IWC, Breitling, etc., réviser sa montre, etc., etc. Donc ça, c'est un travail que tous les e-commerçants connaissent qui est stratégique. Le SIA, naturellement, après, ça, c'est, voilà, on travaille tous les mots clés, etc. Donc là, il y a un travail de fond tout le temps. Les réseaux sociaux, donc on a un travail de fond en branding sur avoir une signature Crésus. Donc on a changé nos équipes récemment et on a un travail de fond sur la signature Crésus parce que on est les réseaux sociaux sont à la frontière entre n'importe qui fait du Instagram et du Facebook et après on n'est pas une marque. Donc tu as le particulier qui peut poster, qui est passionné des montres et nous on est distributeur multimarque mais on n'est pas donc on a et on n'a pas le visuel des marques puisqu'on n'est pas distributeur officiel de marque. Donc on travaille. Vous shootez chaque photo vous-même. Alors on shoot chaque produit nous-mêmes. C'est-à-dire Chaque que photo, chaque oui, produit, pardon. dans le process en effet que j'avais pas dit tout à l'heure, c'est que quand les produits arrivent, ils sont révisés, donc authentifiés, révisés, et après ils sont shootés. On a une équipe de 10 personnes au niveau du e-commerce. Ils sont shootés techniquement pour les mettre sur le site et on a une sélection. Tiens, on a un super modèle, etc. On va le mettre sur Instagram ou Facebook, on va faire une story, etc. Donc on a c'est ça que moi je trouve passionnant, c'est une vraie petite usine parce que moi j'ai pas une collection de produits que je garde pendant 6 mois. C'est tous les jours j'ai de nouveaux produits qui arrivent. Et on ne prend pas les photos des produits d'avant en disant tiens c'est à Monaco c'est la même. Non, parce que vu qu'elles sont d'occasion, le reflet du fond peut être un peu différent, le bracelet c'est pas forcément le même, etc. Donc tous les jours on shoot et on achète à peu près, on doit avoir une centaine de nouveautés par semaine. Donc toutes les semaines, tous les jours on shoot des nouveaux produits. Le client, pour finir sur la fidélisation, vous le mesurez comment? C'est par un taux de repeat? C'est par une fréquentation en magasin? C'est par comment vous faites pour quantifier la fidélisation? Alors, on a, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, nos clients sont des clients vendeurs et acheteurs. Donc déjà, tu as cette particularité, donc tu peux les qualifier en tant qu'ils viennent vendre des produits, mais quelqu'un qui vient vendre un produit peut venir te l'acheter également. Donc c'est hyper important pour nous de tracer, et donc on a un CRM, naturellement, on fait différents types de scénarios, ceux qui veulent renouveler, ceux qui veulent vendre des produits, ceux qui veulent juste en acheter ou en acheter en vendant un autre, donc en faisant ce qu'on appelle un échange. Et donc, nous, on suit nos clients. On a Vous segmentez le CRM en fonction des typologies de clients déjà? On segmente. Déjà, on a les hommes, les femmes, ceux qui aiment la joaillerie, l'horlogerie. On a des clients, comme on t'a dit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui reviennent très, très régulièrement, donc un peu les traders. Tu as celui qui est venu une fois. Voilà. Mais on a une bonne, je ne donnerai pas de chiffres exacts, mais on a une bonne partie de notre clientèle qui est très, très fidèle. Tu as évoqué à 2 reprises, et je voulais rebondir dessus, j'ai oublié de le faire, je vais le faire pour un peu conclure notre conversation. On a parlé beaucoup des hommes, parce que je pense que les hommes, peut-être plus que les femmes, ont une relation particulière et singulière avec leur montre. C'est quoi la répartition homme-femme? On est à peu près à 85% hommes, 15% femmes. D'accord. Voilà. Mais c'est en effet, il y a une forte appétence et une forte
attractivité des hommes, et c'est un des rares bijoux de l'homme, C'est ça. l'horlogerie. Mais on a aussi une velléité, une volonté de développer l'horlogerie féminine et la joaillerie, où il y a un potentiel qui est assez intéressant. Naturellement, comme tu dois le savoir, le secteur de l'horlogerie neuve est un peu moins dynamique ces derniers temps, et ce qui porte beaucoup de groupes de luxe, c'est la joaillerie. Donc la seconde main va suivre les mêmes tendances ou innover sur les mêmes tendances, donc c'est des axes sur lesquels on travaille fort dessus aussi. Maximilien, merci beaucoup pour cet échange, pour cette conversation. Merci d'avoir donné cet éclairage sur le business de la seconde main dans le secteur du luxe. C'est quelque chose que je voulais aborder déjà depuis très longtemps et tu l'as très bien fait. Bon, j'aime bien les montres, donc c'était en plus de ça un plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Merci à Comexposium, l'éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir sponsorisé cet épisode. Merci à vous tous, les auditeurs, toujours plus nombreux fidèles, à m'envoyer des messages. Je les apprécie beaucoup. Parfois, je ne réponds pas, mais m'en voulez pas. Je n'ai pas pris le temps, j'essaye de le faire quand même. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité Retail e-commerce en France en vous abonnant à la newsletter hebdomadaire que vous pouvez retrouver sur le site. Et puis pour tout message, donc le site lesdigitaldoers.com. Maximilien, merci pour tout. À bientôt. Merci Cyril, à bientôt.